Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, c'est parti pour à peu près 1 heure de podcast. On est ravis de vous retrouver en ce vendredi 11 août. Lui, c'est pas une éclipse, c'est le spécialiste du jardinage naturel. Salut Eric. Salut Brice. Tu vas bien? Oui, ça va. Tu te souviens? Le soleil est revenu, voilà. Alors, je parle bien sûr dans la région Est et Nord, hein, bien sûr. Oui, Donc, parce que dans voilà, le sud, ils avaient quand même ce qu'il fallait. Les prémices de l'automne font que ce n'était que des prémices pour l'instant. Donc c'est bien, le sol est bien gorgé d'eau, il est chaud, donc ça pousse de partout. D'ailleurs, je suis sûr que les jardiniers et les jardinières ont remarqué que les plantes indésirables étaient d'une efficacité totale. Tout à fait. Je sors du jardin, je viens de désherber, c'est absolument magnifique. Alors les récoltes aussi, hein, on va pas se mentir. Franchement, je sais pas toi, Eric. Moi, c'est toujours les haricots verts, j'ai toujours un peu de problème en haricots verts. C'est pas fou. Non, c'est pas foufou. C'est pas fou. Beaucoup d'attaques de limaces, hein, dans un jardin notamment, où j'ai mis les haricots verts. Mais sinon, le reste, voilà, j'ai ramené mon grand cajot de tomates, mon grand cajot de concombres, de courgettes. Là, les blettes, comme c'était un temps à légumes feuilles, avec les pluies importantes, là, on voit bien que des fois, c'est super intéressant les graines qui sont semées de manière ressemée naturelle, quoi. Oui. Parce que là, les blettes, ils ont poussé d'une manière complètement exceptionnelle, quoi. Hein. J'ai un champ de blettes. On est d'accord. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très bien. Et puis, je suis assez surpris sur les tomates. J'aurais cru que, c'est pas fini. Hein. Je veux pas enlever je veux pas tout de suite rentrer dans l'espoir, mais j'aurais eu peur que les tomates aient beaucoup de mildiou. Surtout les tomates extérieures sans traitement, avec du cuivre, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, quand on voit ce qui se passe dans le monde viticole. C'est hyper compliqué au niveau des problèmes d'oïdium, de mildiou, enfin compliqué. Donc j'ai eu peur. Bon, pour l'instant, sur plein de variétés de tomates sans traitement, je ne vois pas grand-chose. Il est vrai que sur les courges, il y a beaucoup d'oïdium sur les courges, sur les feuilles de courge. Je sais pas ça commence, on est d'accord. Voilà, on était plein dedans, quoi. Hein. Donc ça fait du bien d'avoir semé plus tard des choses. Hein. Notamment, moi, j'ai semé, j'ai des concombres tout neufs, j'ai des courgettes tout neufs parce que je les avais semés plus tard, soit en spontané ou des melons. Là, Eric, on est d'accord, c'est fini pour ressemer. Ah oui, complètement. Ok, d'accord. Sauf dans le sud, où là, on peut encore se permettre de faire des choses. Ouais, mais si jusqu'à mi-octobre, on a un magnifique été indien. Alors, je sais pas si on peut dire magnifique. Oui, non, mais là, ça fait un peu juste. Ça fait un peu juste quand même, on est d'accord. Ouais, là, il faudrait vraiment qu'il fasse un super été indien après, quoi. Hein. Ouais. L'ennemi de la courgette, j'allais dire, c'est quoi? C'est d'avoir des matinées très fraîches. Oui, c'est ça, voilà. Après, et puis après, ça risque peut-être suite à l'oïdium des autres pieds ou en présence de se développer sur les jeunes pieds, quoi. Ouais. Donc, c'est le principal frein. Par contre, si on le met sous tunnel, pourquoi pas tunnel ou serre. Hein, d'accord. Je le sens très bien, voilà. D'accord. Par contre, il faut pas qu'il y ait des vieux pieds à côté qui risquent de contaminer le jeune pied parce que là, c'est très sensible. Bon, parfait. Voilà, donc c'est un peu intéressant. Bon, comme dit, hein, sur une parcelle où il y a peu de biodiversité, parce que c'est un jardin familial avec plein de gens qui travaillent beaucoup sur une méthode traditionnelle, là où je suis rempli de limaces. Les haricots verts, c'est compliqué. Bon, je vais en avoir là, mais c'est compliqué. Le jardin où je fais pas grand-chose, c'est-à-dire que je laisse tout pousser et simplement le gérer. Bon là, entre le hérisson, les autres bestioles, j'ai vraiment de limaces qui se baladent, c'est tout, quoi. Un peu d'escargots. C'est ce que tu disais d'ailleurs les nuits précédentes. Non, pas les nuits précédentes, mais les jours précédents où tu disais tu as un jardin qui est quand même vachement plus équilibré, on va dire. On va dire ça comme ça, et tu vois que c'est le jour et la nuit. Oui, complètement, mais ça se voit, parce que même condition, je dirais même que le jardin... qui est moins sensible, avec la pluie qui tombait, j'avais fait exprès d'augmenter la fraîcheur en taillant un peu moins et en laissant un peu plus de végétation pour garder de la fraîcheur. Je me suis dit fraîcheur et pluie, ça va faire mal. Et donc ça veut dire que concrètement on est sur sur une saison mi-figue, mi-raisin. Là, tu dis, c'est compliqué sur les haricots. Il y a plus de ça. Après, il y en a qui en ont. Hein. Je veux dire, ceux qui
qui le cultivent d'une manière traditionnelle, moi je le vois bien. Moi j'ai des problèmes parce que je suis le seul jardin à pailler sur peut-être, j'ai 1 sur 20 jardins qui n'est pas paillé, enfin 1 sur 20 jardins qui est paillé, je veux dire, donc autour, toutes les limaces sont chez moi, hein, ça c'est clair. Hein. Tu es une réserve naturelle. Il y a les grillages, il n'y a pas de passage de hérissons ou autre, une fois qu'il y a un développement à un endroit, c'est compliqué, quoi. Et comme moi j'y vais qu'une fois par semaine dans le jardin, c'est un peu compliqué. Je vais replanter les choux là, et puis voilà, c'est tout. Eric, j'ai une autre question évidemment qui me vient, c'est tu disais les maladies. Alors bon, globalement, hein, l'épisode très pluvieux. Alors dites-nous vous qui nous écoutez, a priori l'épisode pluvieux globalement semble assez maîtrisé. Ça va, en tout cas là, ce que je vois un petit peu à gauche à droite, et on n'a pas beaucoup de témoignages en ce sens-là. Je sais pas toi de ton côté. Moi j'ai des gens qui me disent que ils n'auront pas de tomates, quoi. Ils n'ont pas de tomates, quoi. Ah, quand même. Mais par contre, pas d'attaque de mildiou. C'est ça qui m'a surpris. Ouais. Alors peut-être que, comme dit, que les auditeurs et les auditrices nous envoient un petit message. Hein. Voilà. Après, nous, on n'a que des infos de proximité ou de retour. Ouais. Je suis assez surpris. Même moi, dans mon jardin, je suis assez surpris sur des situations. Par contre, ce que je suis pas surpris, c'est que je sais que, par exemple, tant qu'il n'y a pas de fruits sur un pied de tomate, parce que moi j'en ai planté tardivement, suite à un travail plutôt de récupération de plants, où là ils n'étaient pas en fruits, ceux-là, pleine situation de vent, de fraîcheur, comme d'habitude je l'avais observé, comme quoi, mais par contre c'était qu'une hypothèse. L'hypothèse se confirme, c'est que là, mais pas une tache, mais des pieds géniaux, complètement génial, quoi. Donc il n'y a pas. Mais bon, bien sûr, j'aurai les tomates. Là, il y a quelques fruits qui commencent à se former. Bon, c'est pas un problème. Je l'aurai au mois de septembre-octobre. Je mets les pieds de plus courts. Voilà, c'était sur un essai que je voulais faire. Donc voilà. Mais par contre, sur les autres où les gens avaient quand même un développement important des pieds de tomates suite quand même à une température importante et ceux qui ont pu arroser. Voilà, je sais pas. Bon, mes voisins sur les jardins familiaux, je peux pas trop regarder parce que la grande difficulté, c'est que comme ils traitent beaucoup, c'est pas facile. Donc mettre beaucoup de cuivre, je peux pas gérer, mais même là, je trouve pas trop de grosses difficultés, quoi. Donc c'est plutôt positif, c'est ce que tu nous dis. Alors après, il reste encore un petit peu de temps, bien sûr. Voilà, mais j'espère, voilà. Il y a eu des épisodes des années précédentes, en 2018-2020 par là, où il y a eu des crises autour du mildiou sur la tomate. En 8-10 jours, c'était réglé, quoi. Oui. Donc, moi je me souviens. C'est pour ça que surtout, il faut émettre que des hypothèses. C'est ça qui est le plus important. Vraiment des hypothèses, parce que c'est d'observer, de voir les meilleures situations, parce que on a vraiment c'est assez surprenant, quoi. Eric, je te propose de passer au tempo du jardin. Oui. Alors évidemment, avec une lune ascendante, l'idée c'est de planter. Là, on a quand même un épisode assez chaud, on va dire. Alors on ne parle pas de canicule bien sûr, mais c'est vrai que hier matin par exemple, on avait l'impression on avait un temps de vendange comme on dit en Alsace, c'est-à-dire une espèce de brume. Le soleil n'a pas percé de la journée, il faisait limite frais, on était aux environs, je crois, alors il y a eu des 9 degrés dans la plaine autour de Colmar, et on a vu ici ou là quand même assez de comment dire, pas mal de soucis et de températures très fraîches. Alors je te corrige tout de suite. Bon, c'est de ma faute parce que je te l'ai mal écrit. C'est lune descendante. C'est lune descendante. Oui, mais c'est de ma faute. Oui, exact. Oui. Mais c'est moi qui te l'ai mal écrit. Donc voilà. Effectivement. C'était la blagounette. Je voulais savoir si je suivais. Entre les lunes. Non, je plaisante. Non, mais t'as raison, c'est pas grave. Donc, lune descendante. Donc là, vraiment en plantation, mais c'est vrai, des températures le matin, 11 degrés. Ouais, ça pique un peu. Voilà, on a l'impression d'être début octobre, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu surprenant, avec des températures. D'abord, vous le verrez bien. C'est là aussi, les auditeurs et les auditrices peuvent l'observer. C'est que des légumes qui ont apprécié des températures, qui ont résisté aux températures basses, vous verrez, dès qu'il va faire chaud dans la journée, on va dépasser les 24-25 degrés à l'ombre, donc ça veut dire 30 degrés, voire un peu plus des fois en plein soleil. Au niveau des situations, vous allez voir, les légumes vont vite tomber. C'est-à-dire les feuilles vont retomber plus que normal parce que la plante n'est pas habituée à une grosse température, parce que les feuilles
par exemple des bleds, sont nés pendant, ils ont pris toute leur force pendant les semaines de fraîcheur, voire des courges ou autres, et vous verrez, ou même des choux qui ont bien poussé parce qu'il a bien replu, vous verrez, tout va tomber d'un seul coup. Alors que les gens ne soient pas surpris, c'est parce que le végétal n'était pas prêt du jour au lendemain à se prendre 20 degrés dans la figure, quoi. Et c'est ce que je te confirme, puisque toutes les courges, t'as l'impression qu'elles ont passé 3 jours sans avoir une seule goutte d'eau et qu'il a fait 40 degrés. C'est hallucinant. Alors que quand tu grattes, c'est encore un peu mouillé. Oui, c'est ça. Non, mais et tu vois, oui. Et même des choux qui ont quadruplé, quintuplé au niveau de la production de feuilles, parce qu'on a fait c'était un champ à choux, bien un sûr. Chou-feuille, Bien sûr. Que les gens ne soient pas surpris si tout la tête est en bas, parce que d'un seul coup, c'est comme si vous leur mettez un coup de chaud d'un seul coup, les feuilles tombent, il n'y a pas de souci. Bon. Eric, je te propose de rappeler un petit peu, donc en lune descendante, effectivement, merci pour la correction. On plante un repique, mais on plante un repique pas qu'au potager, également dans l'espace petits fruits, parce que tu veux commencer à montrer ta fraise, Eric, c'est ça? Oui, c'est ça, là c'est la bonne période pour... Mais il fait pas trop chaud pour les fraises? Là ça va aller, le sol, alors, je pars toujours dans le secteur nord, nord-est. Là, il faut savoir que sauf si, peut-être que dans 4-5 jours, il fait 40 degrés. Bien sûr. Voilà. Mais il faut avant, on pouvait le repiquer sans souci. Mais vraiment, c'était un peu dangereux, je dirais, avant la saison de pluie. Pendant la saison de pluie, on ne pouvait pas travailler, donc c'était même pas la peine. Donc là, on est mi-août, il est temps de repiquer des fraisiers. Bon, on peut le faire jusqu'à fin septembre, début octobre, donc il n'y a pas de panique. Ok, évidemment on continue d'arroser surtout s'il fait chaud sur les fraisiers, c'est pour ça que je posais la question. Est-ce qu'il y a d'autres travaux qu'on peut faire au potager, au jardin plus général? On peut repiquer, c'est à fond tout ce qui est chou, feuilles plutôt, encore chou-fleur, chou à fleurs. Le romanesco, dans le nord-sud, nord et est, c'est un peu, ça demande un légume un peu plus gros, mais pourquoi pas, tout dépend de l'arrière-saison. Mais tout ce qui va être le brocoli, qui est quand même un peu plus petit, ça c'est très bon, le choucal, et puis bien sûr tous les types de salades, en passant de la laitue pour l'automne jusqu'à des chicorées plutôt hivernales, donc là on est à un plat dedans. S'il vous reste des poireaux, parce qu'ils n'ont pas trop grossi au début, parce qu'il a fait tellement chaud, vous pouvez les repiquer, vous les aurez plus tardivement, il n'y a pas de souci, parce que là ils vont prendre du volume, terriblement, donc c'est bon moment de faire. Et puis, bien sûr, tout ce qui a repiqué qu'on vous vend, les betteraves rouges, on peut encore semer, c'est un peu compliqué, là, il n'y en aura pas vraiment. Oui, mais des replants chez les horticulteurs, pourquoi pas. Et puis comme maintenant on a dépassé largement le 1er août, on peut tailler tout ce qu'on veut, les arbres, les arbres carrés, de leur donner une nouvelle forme carrée, là, il n'y a pas de souci. Si vous avez des arbres à fleurs type, Forsythia, Spirée et compagnie que vous n'avez pas taillé parce qu'il y avait peut-être des nids ou vous n'aviez pas le temps, là vous pouvez le faire. Bon, il y aurait moins joli repousse que si vous l'aviez fait plus tôt, mais voilà, c'est comme ça. Et puis bien sûr vous pouvez continuer à faire une taille en verre sur vos fruitiers, en sachant, je vous rappelle, si vous n'avez jamais taillé en verre globalement vos arbres fruitiers, attendez l'automne pour tailler et puis vous commencerez votre rythme taille en verre, taille d'hiver, taille en verre, taille d'hiver à partir de 2024. Bien. Eric, nous avons comme chaque semaine oublié totalement de présenter le dossier de la semaine. Ça devient l'habitude maintenant. Mais en même temps, sur votre podcast préféré, vous avez l'intitulé du sujet de la semaine et du dossier de la semaine. Donc voilà, juste pour recontextualiser et ceux qui n'ont pas le sommaire sous les yeux, Eric, on parle de pelouse, c'est ça? Oui, parce que là, il y a pas mal de questions qui m'ont été posées par rapport à justement les gens qui avaient des paillassons précédemment. Il a l'impression que quand ils reviennent de vacances une semaine, comme il a plu, ils ont l'impression d'avoir un nouveau gazon, comme si le voisin avait ressemé leur gazon. Et puis au niveau des espaces où il n'y avait plus aucune fleur, à part peut-être quelques chicorées sauvages qui pointaient le nez, d'un seul coup tout revient fleuri et on entend enfin du vrombrissement des insectes. Donc attention, ne cassez pas cette belle dynamique, parce qu'il ne faut pas oublier que les insectes ont faim, quoi. En résumé en résumé très rapide, ne sortez pas les tondeuses, quoi.
Voilà, et si vous le faites, voilà, on l'expliquera comment il faut le faire et comment le gérer, parce qu'il faut optimiser ce moment, mais il ne faut pas le casser. Voilà, bon, et ben justement, on en parlera dans un instant. Eric, je te propose de passer aux questions. Oui. On va juste commencer avec Béatrice qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice. Un grand merci d'avoir répondu à mes questions et pour les conseils, je n'avais pas du tout pensé à l'ensoleillement. Et vu l'orientation, un côté de la haie est nord-est et l'autre sud-ouest, mais ombragé par les deux noyers, le point est important. Merci beaucoup et bonne continuation. On avait répondu effectivement oui, ça à cette auditrice. Là, c'est souvent un exercice qui fait toujours rire, hein, que je fais dans tous les ateliers, quand je me balade. C'est d'abord de voir ce facteur limitant qui est l'ombre. Voilà, le fait qu'est comment je me positionne face au soleil, quoi. Donc c'est vraiment l'exposition et ça c'est vraiment le facteur limitant parce que on est dans un jardin privé et on n'est pas chez le maraîcher ou le producteur. Donc voilà, ça c'est important et les gens d'un seul coup, ça leur permet de caler un petit peu mieux leur jardin parce que d'un seul coup, en fin de compte, il y a un prérequis, c'est l'ensoleillement. Donc, par rapport à ça, ça me limite des fois l'incompréhension que j'ai d'aménager mon jardin. Parce que des fois, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Là, d'un seul coup, ça devient plus clair, quoi. Donc attention aussi à tout ça évidemment. Sophie qui nous dit bonjour les amis jardiniers et auditeurs, j'habite dans le 78 en région parisienne et j'aimerais planter un pêcher à l'automne. Avez-vous et auriez-vous des noms de variétés qui pourraient se plaire dans cette région, donc en Ile-de-France, ou peut-être des variétés coup de cœur à me recommander? Merci d'avance pour vos conseils. Sophie, toujours aussi passionnée de votre œuvre podcastique. Moi c'est très simple, hein. Moi pour être tranquille, hein, moi c'est type pêche de vigne avec mon coup de cœur, c'est la pêche sanguine, hein. D'accord. Alors je sais que c'est pas la grosse pêche jaune ou blanche, hein, voilà, mais c'est quand même une pêche parce qu'il faut pas oublier que si vous achetez un pêcher un peu plus sophistiqué par rapport à la variété, alors c'est super bon, il n'y a pas de souci. Le seul truc c'est que quand le pêcher va mourir, souvent voilà, c'est très difficile de revenir à partir du noyau sur cette espèce, alors que la pêche de vigne, elle est tellement race pure qu'en fin de compte, ça revient tout le temps, quoi. Alors après, c'est un choix, hein. Si vous êtes pêcher plutôt gustatif, plutôt ce qu'on appelle fruit à couteau, voilà, mais voilà, moi j'ai vraiment mon coup de cœur, c'est toujours parmi les pêches de vigne et surtout la pêche sanguine, hein. Voilà, ça c'est. Donc pêche sanguine, pêche de vigne. Voilà, c'est vraiment ce qui se cultive très facilement, qu'on peut ressemer. On est complètement en autonomie avec ce pêcher. C'est une variété qui est beaucoup moins sensible. Et la meilleure des variétés, c'est celui que vous allez récupérer chez le voisin, là, en ce moment. Allez manger chez les voisins. Et si vous trouvez, vu le temps qu'il a fait et compagnie, un pêcher où il n'y a eu pas ou très peu de cloques, c'est le moment de le multiplier. Qu'il faut. Et vous semez tout de suite les pêches, quoi. Question toute bête, un pêche des vignes peut se plaire même quand il n'y a pas de vigne? Complètement. La question est bête ou... Non, pas du tout, hein. C'était par habitude, on l'appelait comme ça parce que c'était la variété sauvage, pour faire simple, qu'on mettait à côté des vignes, proximité des rangs, parce qu'on disait que quand la vigne est infestée, attention à la vigne. Bon, c'est vrai que oui et non, c'était tout simplement parce que les conditions de vie étaient favorables au développement du champignon. Donc c'était aussi défavorable pour la vigne, quoi. Et puis aussi. Alors là, je donne une information. Si vous avez à proximité de chez vous des vignes et vous avez des pêches de vignes, ne mangez pas les pêches. En raison des traitements. En raison des traitements, oui, voilà. Sauf, oui. Parce que même si c'est du bio, le truc c'est que là, avec tous les traitements. S'il y a eu un cuivre, on va éviter. Cuivre, voilà, enfin tous les trucs, voilà, c'est. La proximité d'une vigne, c'est pas... Alors souvent les plants sont nickel, hein, parce que bien sûr ils ont été... Les maladies du pêcher se traitent de même façon que pour les maladies de la vigne, quoi. Donc si ça a été traité, ils sont impeccables les pêches, mais voilà. Donc attention aussi. Il y a un autre point que je voulais voir aussi avec toi, c'était évidemment de rappeler aussi que ces pêchers historiquement étaient là, puisque... ils ont été arrachés depuis. Quand la mécanisation est arrivée, il est évident qu'il y a beaucoup de fruitiers et de haies, hein, même si on fait le chemin inverse. Il y a beaucoup de haies qui ont disparu, et de pêchers et de fruitiers justement, puisque à la base c'était une sorte de polyculture et non pas une monoculture qui est forcément la vigne ou toute autre culture, j'allais dire, de l'agriculture moderne.
Mathieu qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice, fidèle auditeur de votre podcast depuis maintenant plus d'1 an. J'adore votre émission que je trouve très enrichissante et pleine de beaux conseils. Je précise que j'habite en Bretagne près de Rennes et je me décide à vous écrire pour vous poser quelques questions. La première concerne mes poivrons. Je pense qu'ils ont été attaqués par des charançons du poivron. En effet, j'ai retrouvé plein de petits trous sur quasiment tous mes poivrons. Et en les ouvrant, il y avait comme une pourriture à l'intérieur. J'ai donc perdu toute ma récolte cette année. Ma question est la suivante. Y a-t-il une chance que ces nuisibles reviennent l'année prochaine et que faire ? Oui, il y a grande chance. Voilà, ils sont à proximité, ils se sont installés. Alors des fois, quand on a des bestioles un peu spécifiques comme ça, il faut leur casser le rythme. C'est-à-dire, parce que le rythme de vie, c'est-à-dire que là, ils se sont engagés voilà, dans leur rotation de vie, dans leur cycle de vie. Et la seule façon des fois de s'en débarrasser, c'est de leur casser le rythme. C'est-à-dire que quand l'adulte va revenir... Et s'il ne voit pas de poivron, il ne pourra pas aller jusqu'au bout de son cycle, donc il va mourir. Voilà. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de pas faire de poivron voilà, l'année prochaine ? Déjà de faire, voilà. Alors après aussi, ça peut être variétal, ça peut être exceptionnel, les conditions de vie, ça peut les favoriser. Je suis pas sûr que des fois qu'il y a le prédateur à côté, ça peut arriver, mais des fois peut-être l'intérêt c'est de dire tiens, cette année l'année prochaine je mettrai un petit peu plus de tomates. Et chez le copain ou la famille et compagnie, ils mettent un peu plus de poivron. Ouais, et puis on échange. Voilà. J'ai une question, je prolonge la question de Mathieu, parce que moi j'ai une question poivron, alors je vais la poser là comme chaque auditrice, et comme tous les auditeurs et les auditrices. Moi j'ai des poivrons qui très clairement périclitent, et je tire la racine, et j'ai pratiquement plus rien. Alors, bon, sur les choux, sur les salades en général, c'est du topin dans 95% des cas, tu sors, beaucoup de topin. Tu ouvres et tu vois le verre qui se barre. Donc celui-là, tu arrives avec une longe, non pas une longe, avec une maraîchère, je vais y arriver, avec une gouge. Une gouge. Voilà, pardon, avec une gouge. Donc tu arrives assez facilement à l'avoir, même avec une petite pelle. À l'inverse, là, les poivrons, et franchement, j'ai dû perdre, je sais pas moi, un quart de la récolte de poivrons, parce que subitement, le truc dessèche. Et tu vois qu'il est attaqué. Et quand tu prends ta racine, elle est complètement bouffée. Qu'est-ce que ça peut être, Eric ? Je sais pas, moi ça peut être, souvent le topin qui est quand même. Même sur du poivron ? Ouais, ça mange de tout quoi. Ça mange de tout. Donc attention au topin. Topin, noctuel, voilà. Ça peut être aussi une remontée de hanneton. Voilà. De verre de hanneton. Le verre de hanneton, le verre blanc, voilà. Alors quand ça mange petitement, c'est souvent ça. Alors je dis pas qu'il va pas mourir la plante. Quand c'est des plus grosses mangeailles, comme je dis, là c'est le campagnol. Là, moi j'ai jamais vu de campagnol, mais c'est ça. Je pense. Mais là le campagnol, il y a plus rien quoi. Oui, il y a plus rien. Et puis tu le vois là, aussi. Les mangeailles, c'est souvent des larves de justement type noctuel, hanneton et compagnie qui sont remontées, ou taupe grillon, donc qui peut être aussi. Bien. Et souvent c'est une ligne. Oui, moi j'ai sur 2 lignes, mais effectivement. C'est rare que par exemple c'est un de temps en temps. C'est plutôt des fois 3-4 de suite. Et là ça montre bien souvent que là c'est parce que c'est la bestiole qui a avancé. Il y a une zone. Il y a une zone. Purin de fougère, c'est pas mal, non ? Oui, bon. Quand c'est attaqué, c'est attaqué. Quand la pression est forte, Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire après en prévention peut-être de réfléchir. Purin de furet, de fougère, tanésie, voilà. Quoi. Mais bon, à voir l'année prochaine. Attention à l'apport de fumier, quoi. Aussi. J'en ai pas. Oui, je sais. C'est pour ça que je dis. Je mets pas d'apport de fumier justement. Je mets de l'engrais naturel, bio, mais qui est justement pas fumier à cause de ce problème-là. Donc bon. Deuxième interrogation de Mathieu, c'est concernant les tomates. Alors là, voilà. Après 2 semaines de pluie et pour ma part une lutte acharnée contre le mildiou, feuilles atteintes retirées, traitement au bicarbonate, arrachage de certains pieds trop atteints. Cette maladie a eu raison de l'intégralité de ma culture de tomates. Pas un pied. Ça va à l'encontre de ce qu'on disait au début de l'émission. Oui, voilà. Non, mais c'est pour ça. C'est un témoignage intéressant. Il est en Bretagne, donc je pense que les conditions étaient un petit peu plus mauvaises quand même que nous dans l'Est. Pas un pied n'est épargné, sachant que pas mal de tomates, je précise que les pieds ne sont pas encore atteints, juste les fruits ne sont pas encore atteints, juste les pieds commencent à mûrir. Puis-je les récolter et les faire mûrir en dehors du pied? Oui, c'est la seule solution, en sachant que là, je veux pas casser le moral. Des fois, ce qui se passe, c'est que alors quand le fruit commence à tourner, c'est-à-dire que quand tourner ne présente pas sa face sud par rapport à la face nord, ouais. Et quand la couleur commence à tourner, on peut les avoir.
C'est-à-dire, on peut avoir la coloration qui peut revenir. En dehors du pied, ouais. Voilà, en dehors du pied, en sachant que, bon, ça sera une plante, enfin, ça sera une tomate qui sera assez dure. Voilà, mais elle peut venir. Tomate de supermarché, quoi. Par exemple. Okay. Mais par contre, si la couleur n'a pas tourné, c'est-à-dire qu'on est plutôt ce qu'on appelle en multiplication cellulaire, là, le fruit va se rider, va rester vert, va pourrir. Ouais, on voit. Donc voilà, en espérant effectivement que Mathieu puisse sauver un peu. Mais par contre, des fois, ce qui arrive, c'est que quand les pieds sont bien atteints, le fruit ne l'est pas. Parce que des fois, c'est l'inverse, c'est le fruit qui commence et après. Des fois, il ne faut pas être surpris que ça pourrisse parce que, voilà, en réalité, le pied de tomate, à travers les vaisseaux de la plante, ils étaient déjà atteints, quoi. Donc, y a-t-il un risque à consommer ces tomates ? Non. Non. Et pour l'année prochaine, pourrais-je malgré tout mettre mes futurs pieds de tomates au même endroit, sachant que c'est le seul endroit vraiment bien ensoleillé de mon potager ? Oui, il n'y a pas le choix de toute façon. Oui, c'est ce que tu dis à chaque fois. Il n'y a pas de rotation des cultures sur les tomates. Non, par contre, là, les pieds, il faut les arracher. Parce que je dis toujours qu'on peut conserver les déchets de tomates. Oui, fruits, mais pas qu'ils sont malades. Feuilles, voilà. Quand ils sont malades, il faut les arracher maintenant. Voilà. De mettre une bonne activité de feuilles de manière qu'il y ait des vers de terre pour que là le ver de terre puisse manger les dernières racines qui sont infectées et compagnie, voilà. Et c'est un bon stimulant. Et si c'est un endroit je dirais qui est voilà, comme si ces pieds de tomate c'est un peu en soleil, moi je mettrais un petit engrais vert, comme ça permet justement d'avoir une action, alors ce qu'on appelle allélopathique, hein. C'est-à-dire que l'action d'une autre plante va faire que ça va éviter de développer une maladie ou une autre plante, quoi. Merci beaucoup. Un petit engrais vert, quoi. Merci beaucoup et je vous aime fort, nous dit Mathieu. Diane qui nous pose la question, alors c'est intéressant parce que on en a déjà parlé, mais il y a quelques années, je me souviens, Eric. Bonjour, merci pour vos réponses à mes questions d'il y a 2 semaines concernant l'albizia et le néflier du Japon. Je vais suivre vos précieux conseils. J'ai une question concernant le choix d'un broyeur à végétaux. J'ai un jardin de 1000 m² sur lequel poussent notamment des graminées, des sauges, des lilas, des petits fruits, des hortensias, de la vigne, des aromatiques et quelques arbustes divers. J'aimerais broyer les déchets de taille pour en faire du paillage. Est-ce que vous pensez pertinent que j'investisse dans un broyeur à végétaux ? Et si oui, lequel me recommanderiez-vous pour ce type de végétaux ? Un grand merci par avance. Alors sur la réponse, si il y a nécessité d'acheter un broyeur, il faut prendre un broyeur à végétaux. Voilà. C'est-à-dire, et non pas un broyeur à bois, parce que là, ça oblige que le bois soit un peu plus sec. À ôter, ouais. Voilà. Donc, l'autre, ça permet de tout broyer globalement. Alors, bien sûr, les broyeurs qui coûtent cher et compagnie, les gros trucs, ils s'en foutent, hein, que ce soit broyeur à végétaux, tout passe. Mais là, dans les petits broyeurs, voilà, faut mieux jouer dans ce jeu-là. Après, il faut se poser la question, est-ce que le fait d'acheter un broyeur autour de 1000 €, 1500 €, voilà, ça vaut le coup, quoi. Alors la mutualisation me paraît quand même le plus intéressant, mais attention, c'est pas si simple que ça de pouvoir se prêter du matériel et de gérer, parce que s'il y a bien un matériel qui est compliqué à gérer et qui peut facilement se dégrader, c'est le broyeur. C'est pour ça que quand vous allez dans un magasin type Kiloutou où je te prête ce que je veux ou n'importe quoi, je ne trouvais pas d'autres noms, on sait très bien que c'est toujours compliqué d'en avoir. Pourquoi ? Parce qu'il est souvent réservé, c'est sur la même personne, parce que ça coûte une blinde, parce que les marteaux sont cassés et tout ça. Voilà. D'accord. Alors après, il faut bien se poser la question que des fois un broyat, je veux dire, non horticole, c'est-à-dire pas forcément très joli, un peu plus grossier, des fois est bien suffisant. Voilà. Donc le fait d'avoir un peu de plantes, un peu de plantes et de les broyer comme ci, comme ça, c'est plus facile. Et il y a l'autre solution qui est vraiment qui est très sympa et ce qui se fait, je le connais, hein, parce que j'étais à l'organisation dans un secteur, c'est de se dire, bah voilà, une fois de temps en temps, peut-être pas forcément tous les ans, tous les 2 ans, bah, il y a 5, 6, 10 voisins qui se mettent ensemble et puis ils broient chez les uns et les autres les déchets qu'ils ont accumulés, et de louer un broyeur, bah, ça coûte pas si cher que ça. En plus, ça va très très vite parce que c'est un truc qui est hyper efficace, et surtout, plus c'est efficace, plus c'est, je dirais, puissant, moins c'est dangereux. Voilà. D'accord. Oui, parce que c'est en gros, enfin, c'est ce que tu disais. Enfin, je connaissais évidemment la réponse à ta question, enfin à la question de l'auditrice. Évidemment, tant qu'à faire, autant investir, ou en tout cas investir à plusieurs dans quelque chose qui est tien,
plutôt que, on va dire les choses clairement. Ou la location. Ou la location. Plutôt que, on va dire les choses clairement, les espèces de gadgets, jouets qu'on peut trouver dans des enseignes de hard discount et autres, hein, parce que franchement, vous allez vous énerver. Enfin, on a tellement de retours par rapport à ça, vous allez vous énerver. Non, et puis ça prend du temps. Ça prend du temps. Énergétique, c'est terrible. Ouais. Et puis n'oubliez pas aussi, hein, parce que là aussi, je travaille des fois avec les collectivités. De temps en temps, il y a la collectivité qui met à disposition, tout à fait. Qui met à disposition, mais surtout qui propose une subvention. C'est-à-dire que voilà, il donne 30 € pour la location d'un broyeur sur une journée si vous êtes plusieurs. Donc voilà, il faut se renseigner, ça vaut le coup. Voilà. Et puis des fois, vous achetez une bouteille de vin ou n'importe quoi, à ramener des pots de confiture. Il y a peut-être quelqu'un qui a un broyeur dans le lotissement. Voilà, il va s'en servir 2 fois. Peut-être que dire voilà, est-ce qu'on peut mutualiser comme ça? Je te rembourse, je sais pas, hein, si c'est bien sûr. Si c'est, je veux dire, à carburant, un vrai moteur, voilà, ça c'est, vous lui remboursez le carburant. Mais sinon, voilà, c'est des fois, parce que là, l'investissement, je trouve des fois que c'est un peu exagéré, quoi. On est d'accord. Ou l'inverse, en l'occurrence. Hein, oui. Diane peut, dans ces cas-là, se dire j'investis et puis on va essayer de le mutualiser. C'est ça. En faisant un petit peu tourner le matériel, si je puis dire, parce que finalement ça va durer, ça va être utilisé 2 fois par an, quoi. Et on sait très bien qu'il y a même, si c'est un matériel électrique, c'est pas trop grave, mais si c'est un matériel qui n'est pas électrique, on sait très bien que la non-utilisation, ça fait vieillir plus le matériel, quoi. On est d'accord. Bien, je te propose de passer à Alessandra qui nous dit avant tout, je voulais vous remercier pour vos précieux conseils. Conseils toujours précieux, je ne perds pas un épisode de votre podcast depuis son début. Je vous écris ce matin car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe sur mon kaki. J'adore ce fruit, j'en mangerai tout le temps. En plus, j'ai la chance d'avoir des voisins qui m'en donnent chaque hiver car ils ont des arbres de kaki mais ils ne les aiment pas trop. Malgré cette chance, j'ai décidé d'en planter 2 dans mon jardin. C'était mon rêve depuis toujours et maintenant je l'ai réalisé. En plus de produire ses fruits, cette plante est très vigoureuse et rarement malade, la plante parfaite. Donc, elle habite sur les hauteurs de Foix, à 450 mètres d'altitude. Elle a planté 2 sions dans 2 zones différentes. L'un se porte à merveille, l'autre malheureusement présente des taches brunes sur les feuilles et se replie sur elle-même. J'ai regardé partout sur internet, j'ai cherché dans mes livres de jardinage, dans les vergers, mais j'ai rien trouvé qui puisse m'indiquer ce qui se passe. Est-ce une carence? Peut-être que sa position est trop proche de la haie. Le type de sol est argileux, limoneux, mais la vie du sol est richissime. Ici, l'été n'est pas encore arrivé. Il continue à pleuvoir, faire froid. Quelques jours de chaleur, mais toujours alternés avec la pluie et l'humidité. Je ne vous dis pas le potager, Midiou et Co à profusion. Dans l'absolu, la pluie ne me dérange pas. S'il pleut, on aura toujours de l'eau et au moins, c'est primordial. Mais j'espère que vous pourrez m'aider parce que je ne voudrais pas perdre mon arbre préféré. Je vous joins quelques photos qui pourraient éventuellement vous aider. Et on voit effectivement un kaki qui est en contrebas d'une haie et justement des feuilles qui ont tendance bien sûr à se recroqueviller. Eric, je vais te montrer la photo. Donc il faut savoir que quand c'est en contrebas, le problème c'est que là ça subit encore plus la fraîcheur. Voilà. La proximité de haie accentue et quand on voit le rayon du soleil, sauf si je me trompe. Oui, c'est ça, c'est à l'ombre. C'est vraiment à l'ombre et c'est souvent à l'ombre, voilà, avec des arbres qui sont piégeurs de chaleur et et plutôt vecteurs d'humidité. Donc là, on est caractéristique dans de la mauvaise aération qui est pas due à l'arbre parce qu'il est mal taillé, c'est parce que à côté il y a vraiment une concentration de plantes qui fait qu'il y a de la fraîcheur. Donc on est là carrément dans une notion d'humidité, donc de facilitateur de maladie. De toute façon, ça c'est une caractéristique. L'idéal, ça serait de déplacer même de 2 mètres, 2-3 mètres, ça serait déjà bien par rapport à ça, quoi, de manière que l'arbre ait au moins 6 à 8 heures de soleil dans la journée, quoi. Donc ça veut dire aérer, respecter le jardin, distance. donc là, le décaler, franchement, ça serait la meilleure des solutions de le faire. Alors, je sais que plus on l'attend, plus c'est compliqué de le déplacer, mais il sera toujours malade, quoi. Donc s'il est malade, il n'y aura pas de fruits, c'est clair. Donc parce que la haie est très haute et si vous voulez le problème c'est que même si le kaki si tout avait été planté en même temps, tout le monde se serait débrouillé en même temps, sauf que il y a l'antériorité de la haie fait que la haie fait une dominance tout simplement et ça va empêcher l'arbre de se développer, donc il faudrait plutôt le déplacer, y compris au niveau du système racinaire, j'imagine. Oui c'est tout, mais de toute façon là, quand on est en haie, c'est la masse qui fait le travail, c'est-à-dire ça fait tout. Alors c'est fou pour éliminer les autres.
D'ailleurs, on l'observe des fois même dans la vigne, hein, quand vous avez une lignée de vigne qui est d'un âge certain, quand on remet un plant, des fois il reprend pas. Ouais. C'est fou à dire, pourtant il y a la place, il y a tout ce qu'il faut. C'est qu'au bout d'un moment, voilà, la population rejette le nouvel individu. Finalement, hein, pas que dans le monde humain. C'est marrant. On n'aime pas les petits nouveaux, on va dire ça comme ça. C'est ça. En tout cas, c'est ce que le règne végétal se dit aussi. Donc déplacement le 15 octobre. Donc déplacement le 15 octobre, bien. Avec un trou qu'on peut faire à l'avance d'ici un petit mois. Bien. Donc voilà les précieux conseils. Donc on est plus sur une problématique de maladie due à un microclimat. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que tu. Quand nous on s'enrhume, c'est que des fois on n'est pas à notre place. Hein. Oui, qui le dis-tu? Le végétal, c'est la même chose. Thierry qui nous dit bonjour Eric, bonjour Brice, merci pour votre podcast absolument passionnant que j'ai découvert il y a 1 an et que j'attends maintenant chaque semaine avec impatience. Continuez, vous nous faites un bien fou. Merci Thierry. Je vous écris pour confirmer un diagnostic que je porte sur une attaque, je pense du milieu sur mon potager qui se trouve en bord de mer sur la côte bleue près de Marseille. Je vous joins quelques photos, tomates, haricots, potirons. J'ai la même chose sur mes courgettes. Par contre, je suis étonné des poivrons, de la menthe, du basilic qui se trouvent au même endroit et qui ne sont pas du tout touchés. Ouais, c'est pas du tout. C'est pas des plantes sensibles, hein, on est d'accord. Non, voilà, exactement. Début juin, j'ai fait un petit traitement à la bouillie bordelaise. Après une forte pluie, mon potager était jusque-là globalement épargné. Par contre, l'épisode de canicule mi-juillet, j'enchaîne les déboires. Je pense avoir trop arrosé pendant cette période et avoir favorisé l'apparition de maladies. J'enlève les feuilles infectées, j'ai fait un nouveau traitement à la bouillie bordelaise, mais sans amélioration probante. En vous écoutant, je me dis qu'un traitement au purin de prêle pourrait améliorer la situation. Je l'ai fait mardi, mais pour l'instant, pas d'amélioration en vue. Du coup, je me demande si c'est bien du milieu. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Et est-ce que vous auriez des conseils pour m'aider à retrouver un potager en bonne santé? Merci d'avance pour vos potagers et vos conseils éclairés. Au plaisir de vous écouter bientôt. Bon, on va déjà. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a clairement du milieu. Il y a, je vais te montrer les photos. Après, il y a un point. Aucun traitement va ressusciter une feuille qui est atteinte. Oui, c'est ça. On va le rappeler. Ah, ça c'est clair. Voilà. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous mettez un bicarbonate, vous mettez n'importe quoi. Si la feuille elle est cramée, elle est cramée. C'est ça. C'est pour les nouvelles feuilles et le plant lui-même. Parce qu'il n'y a pas la feuille à ce qu'on appelle une pousse unique, c'est-à-dire qu'une fois que la pousse est une fois que c'est fait, c'est ok. Une fois que c'est fait, la feuille ne repousse plus. Voilà. Donc les bonnes feuilles ne peuvent arriver que sur une nouvelle pousse. Donc il n'y a pas de possibilité. Alors là, il faut savoir que attention à l'excès de cuivre qui a été mis, parce que déjà plein de cuivre comme ça, c'est pas trop bon pour le sol. Donc le haricot est un peu bleu, on le voit. Oui, ça se voit. C'est du milieu, ça, Eric, là, le haricot? Oui, alors c'est pas forcément un milieu, mais il y a plein de maladies en iose à la fin. Sur les haricots, de toute façon, là, on est dans ce qu'on appelle dans une dynamique de maladie, parce qu'il y a eu trop d'eau à un moment, trop d'affaiblissement et compagnie, dont le cuivre peut aussi affaiblir le jardin, parce que l'activité du sol va être moins bonne, parce qu'il y aura moins de vers de terre. Bien sûr. Donc le principe, c'est que à la place de l'extrait fermenté de prêle, on peut faire une décoction de prêle qui est beaucoup plus efficace et qu'on peut faire du jour au lendemain. C'est très simple là-dessus. Moi, ce que je ferais, j'utiliserais, faudrait laisser assécher le jardin globalement, avec tout simplement. Je vous donne un exemple. Quand il a plu beaucoup en Alsace, j'étais sous tunnel. J'avais un tunnel, j'ai pas arrosé pendant 10 jours sous le tunnel, pas un seul arrosage, pour éviter de créer une ambiance maladie. Parce que même sous un tunnel, une fois que la fraîcheur s'installe, l'humidité, on peut avoir une attaque sous tunnel et des fois qui est encore plus forte que dehors, quoi. Je suis revenu 10 jours après, pas un seul arrosage, on est bien d'accord. Donc bien sûr, il y avait quelques pieds, on voyait les feuilles commencer un petit peu à souffrir. J'ai arrosé, pour comme il faisait beau. Et le fait des fois de créer, de maintenir l'ambiance fait que les pieds, ils souffrent, quoi. Donc moi, ce que je ferais, j'effeuillerais tout ce qui peut être feuilles malades. De toute façon, dès que c'est acheté, c'est compagnie. Surtout qu'il y a eu un bicarbonate qui a été fait, qui ont été stop ou ralenti. Et je laisserai pousser. Donc, oui. Et après, il faut aussi, encore une fois, on va rappeler à notre auditeur que aucun traitement, et on le redit, parce que n'est miracle.
toute façon très claire, c'est un espèce enfin, on est systématiquement sur une ligne de crête. Si on utilise du cuivre, on avait bien compris que c'est pas trop l'idée de la maison et le style de la maison, mais si on utilise du cuivre, il pleut toutes les 3 heures, c'est absolument impossible de faire quoi que ce soit. Vous allez mettre tous les mouillants, ça va terminer dans le sol. Oui, bah on voit bien chez les professionnels. Et on voit bien chez les professionnels, voilà, en viticulture, hein. Que c'est très compliqué. Deuxième problématique, vous mettez le bicarbonate, il va se faire lessiver, vous mettez, qui n'est d'ailleurs pas anodin à forte dose, hein, on va le rappeler aussi, parce que ça reste un sel, mine de rien, quand même, donc il faut aussi se poser la question par rapport à ça, où il n'y a pas réellement d'études, Eric, hein, on est... Non, on est bien clair là-dessus. On est bien clair là-dessus, c'est autorisé effectivement comme substance de base. Mais, pour les particuliers, mais pas pour les particuliers. Sur du bicarbonate de potassium, si... oui, mais pas de... mais donc voilà, il y a aujourd'hui très clairement, on est toujours systématiquement sur une ligne de crête totale qui demande bien sûr de suivre, de regarder et puis en fonction effectivement de la configuration, se dire des fois allez, on va accepter un petit pourcentage peut-être de perte. Ouais. C'est compliqué à se dire quand on a mis tant et tant de temps justement. Mais alors, des fois, c'est pas évident. Des fois, il y a une chose qu'il peut faire, parce que comme je disais, les nouvelles feuilles peuvent ne pas être affectées. Ce qu'il y a possibilité, c'est que quand vous avez des extrémités de plantes, que ce soit tomate ou autre, et que vous voyez que les extrémités des tiges dont les feuilles sont recroquevillées, sont tachées, ce qu'on peut faire, c'est au lieu d'enlever le petit gourmand qui va venir, et de laisser la pousse, c'est d'enlever la pousse et surtout privilégier le gourmand. D'accord. Parce que le gourmand va reprendre la force de la tige et s'il n'a pas été affecté au départ, va redonner une nouvelle tige toute nickel. Et il est, alors sans mauvais jeu de mots, il est étrangement beaucoup plus vigoureux et gourmand pour le coup. Oui. Et voilà, si on n'est pas trop loin dans la saison, gourmand égale feuille, gourmand avec des fleurs égale des tomates. Donc c'est ça. Rien n'est perdu. D'abord, tout le monde a déjà fait, par connerie, en palissant des tomates, casser la belle tige. Ouais. Et on se dit, oh putain, ça fait chier, on a cassé la belle tige. C'est ça. Et on revient 10 jours après, on se demande si on a vraiment cassé la tige, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'on a laissé le gourmand, la petite plantule. Bon, malheureusement, si cette petite plantule est aussi attaquée, c'est compliqué. Bon. Bien. Eh ben, écoutez, ça c'est une bonne nouvelle. Je termine avec François, Eric, qui nous parle justement de la culture à l'ombre et qui nous dit bonjour les amis jardiniers, transmetteurs de savoir. Que pouvons-nous faire de mieux dans notre vie que de transmettre ? Et je vous remercierai jamais assez pour ça. Il nous avait effectivement déjà écrit, François. Juste un petit point. Je vous remercie encore pour vos émissions, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de pouvoir nous faire profiter de votre savoir et de votre expérience le plus de temps possible. Justement, nous on part... on va utiliser un petit peu les congés là cet été pour se reposer, mais on sera là donc la semaine prochaine évidemment, pas de problème. La semaine d'après on va vous faire un podcast autour d'un dossier, Eric, c'est ça, hein? Oui, ça sera le plus simple. Il y aura un peu moins d'interactivité pendant une semaine, mais on va vous proposer un dossier spécial. On va essayer un petit peu de compiler toutes les grosses questions qui venaient et qui viennent régulièrement sur notre boîte mail, et puis que Erika, puisque vous le retrouvez aussi, Eric, en tournée bien sûr, en chair et en os. Oui, sur toutes les plages. Sur toutes les plages, bien sûr. Avec mon boss bang de coccinelle et de hanneton. C'est ça. Bon. Eric, en tout cas, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@monjardinbio.com. Contact@monjardinbio.com, c'est beaucoup plus simple. Ça permet de centraliser toutes vos questions. Et vous pourrez ensuite découvrir nos réponses et les réécouter en podcast. Bien sûr, Eric, on va passer au dossier de la semaine qui concerne. Oui, alors qui est plutôt une réflexion. Donc, c'est assez important. C'est par rapport à la pelouse qui repousse. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui ont quitté des paillassons et quand ils reviennent, ils ont une super moquette. C'est assez surprenant. Voilà. Alors bien sûr, ça, je parle plutôt des graminées qui ont une capacité... Et des espaces extérieurs, évidemment. Voilà, bien sûr, qui ont une capacité à pousser complètement dingue. Là, tout de suite, quand j'ai vu les gens, je vais voir revenir de congé, donc ils tondent. Alors, il ne faut pas oublier, c'est comme si vous aviez un jeune gazon. Le fait d'aller comme un bourrin à tondre le gazon va faire que vous n'allez peut-être pas forcément lui rendre service.
Donc l'objectif, c'est peut-être de laisser faire un petit peu plus haut, parce que il commence à faire un peu plus chaud, ce gazon qui est fragile, parce qu'il faut savoir que son système racinaire n'est peut-être pas assez puissant. Si vous lui coupez encore la tête, donc vous lui enlevez de la fraîcheur et de la vitalité, il n'aura peut-être pas le temps de faire un système racinaire qui ne pourra pas à ce moment-là réagir à un coup de chaleur, quoi. Laissez un peu faire, même que si quand vous piétinez dedans, vous voyez un peu les traces des pieds, c'est moins grave. Et si il a un petit peu d'âge, c'est-à-dire d'ici 8-10 jours, vous voulez le tondre, voilà, tondez-les vraiment au-dessus de 60, même 80, donc ça veut dire 6 cm ou 8 cm. D'accord. Vous verrez, vous laissez l'herbe sur le sol, ça va permettre justement de redonner de la force au gazon sans l'étouffer, parce que si vous tondez à 6 ou 8 cm, vous verrez, vous coupez moins d'un tiers du gazon, donc ça va permettre de ne pas poser trop de problèmes. Si vraiment vous n'êtes pas de ceux à laisser la tonte de gazon sur le sol, parce que techniquement et psychologiquement, après vous vous engueulez avec la compagne ou le compagnon, ce que je vous propose, deux solutions. Soit vous le mettez, vous l'exportez et vous le mettez dans toutes les parties du jardin, et plus particulièrement en potager, parce que là ça passe très bien. En fin de compte, c'est plus de 80% d'eau, hein. Ouais. Mais ça va libérer des nutriments que les plantes seront capables de récupérer. Ou sinon, comme il y a pas mal de feuilles mortes qui sont tombées en raison des coups de sécheresse, vous faites un mélange moitié-moitié entre ces herbes et ces feuilles mortes, et ça fait un excellent compromis pour le mettre au compostier. Voilà. Alors comme dit, ramasser, pailler, c'est pas forcément la meilleure des solutions, parce qu'il faut plutôt le laisser sur place, hein, ça serait beaucoup mieux, mais c'est quand même beaucoup mieux que de l'emmener en déchetterie. Voilà. Donc, ça, c'est sur la partie tonte. Maintenant, tu nous as graminées, dit... c'est les graminées. Alors, les graminées. Ouais. Alors, je parle aussi, pour les graminées, les bestioles, il y en a, mais c'est pas là-dessus que les... Ça butine pas. Ça butine pas. On est d'accord. Là, justement, ceux qui sont partis en vacances, peut-être il y a 3 semaines, ont peut-être remarqué qu'il n'y avait plus de butineurs, parce qu'il n'y avait plus de fleurs au jardin. Voilà. Alors, donc ça, c'était un peu compliqué. Même si vous aviez des jardins fleuris, mais peut-être avec beaucoup de plantes horticoles, vous avez peut-être remarqué que là aussi il y avait absence de butineurs, parce que les plantes horticoles, certaines, alors quand je parle de plantes horticoles, c'est des plantes qui ont été tellement améliorées, qu'au bout d'un moment ils ont perdu leur caractère fleur, et donc ils n'ont plus l'insecte. Si c'est une plante horticole qui est proche de la variété sauvage, et c'est simplement une acclimatation qui a été faite par l'excellent travail des horticulteurs, ça pose pas de problème. Parce qu'il y en a qui me disent, je fais des nouveaux parterres avec des plantes qui sont pas de chez nous, il y a plein de pollinisateurs. Oui, de toute façon. Mais parce que c'est une plante qui est quand même très proche de l'original. Mais quand ça a été multiplié, vraiment modifié, hein, sans OGM bien sûr, hein, en France c'est complètement interdit, mais simplement par reproduction, par hybridation, ce qu'on appelle, des fois il n'y a pas de butineur dessus. Donc l'intérêt, c'est que là, pincez-vous quand vous en voyez une, mais c'est pas trop fort, hein, sinon vous avez des bleus. Mais le principe, c'est même si vous avez des fleurs sauvages, annuelles ou vivaces, qui sont pas forcément des plantes horticoles, laissez-les fleurir, quoi. Et ce que vous pouvez faire, c'est d'aller jusqu'à la floraison, et une fois que ça défleurit, vous pouvez l'enlever et après le valoriser, ce déchet, soit sous forme d'un paillage que vous pouvez laisser sur place, ou soit vous le mettez sur un tas qui correspond à un tas de déchets qu'on a au fond du jardin, où là en principe les courges poussent tout seuls, ou ça peut être aussi, comme des fois on l'annonce, pour tout ce qui est plantes indésirables, de le mélanger avec de l'eau et de faire un extrait fermenté. En ce moment ça fait chaud, en 5-6 jours c'est fait, et une fois que ça a fermenté, les graines ont perdu leur propriétés germinatives, et donc vous pouvez le remettre dans votre compostier ou entre les rangs des légumes. Donc voilà. Mais laissez fleurir, parce que en ce moment les butineurs, les abeilles, tout ça, ils ont faim, quoi. Y a plein de fleurs, des mauves qui reviennent, vous avez la chicorée mais laissez fleurir. De toute façon, des fois c'est les seules fleurs. Voilà. C'est un petit peu le conseil que je peux vous donner. Et surtout, si vous ne l'acceptez pas dans le jardin, acceptez-le chez le voisin. Hein, parce qu'il y en a qui font des caca nerveux parce que il y a de l'herbe. Non, mais ça me gonfle des fois. Ça se voit à peine. ça se voit à parce peine. Que chez le voisin, il a laissé toutes ses fleurs sauvages. Il y a plein de chicorées, des mauves, de l'achillée millefeuille. Là, ça butine. Laissez-le chez le voisin, ou sur le pré qui est à côté.
tout simplement, voilà, on peut pas aimer tout, mais laissez-le au moins chez les autres, ou des fois dans les espaces naturels. Et vous verrez, ce mélange fera que la biodiversité sera prenante, et en principe, toutes ces fleurs sont pollinisées, et où il y a les butineurs sont souvent aussi des prédateurs de nos prédateurs, quand ils sont en invasion. Voilà, des antipucerons, beaucoup, et donc ça, c'est quand même très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, maintenant la période est passée, les pucerons vont être tranquilles. Non, mes braves messieurs, dames, on ne sait même plus où on en est, on n'est que dans des hypothèses. Alors peut-être qu'on aura des attaques de pucerons à l'automne comme on en a au printemps, on a des attaques de mollusques à n'importe quand. Donc là, on est un peu dans une espèce de nuage de connaissances, donc parce que tout change, tout se modifie. Donc on peut plus dire, voilà, en principe, le 15 juin, on était tranquille avec les pucerons. Eh ben non, ça c'est pas forcément, ou tout ce qui est insectes piqueurs-suceurs. N'oubliez pas qu'il y a les punaises qui arrivent, que beaucoup de gens commencent à nous dire qu'il y a des grosses attaques sur fruits. Ouais. Donc, si on veut peut-être, il y a peut-être des insectes qui vont être prédateurs de ces punaises, mais il faut peut-être les laisser, quoi. La punaise sera toujours efficace. Oui, alors pour l'instant, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des insectes prédateurs, mis à part l'homme qui n'est pas un insecte, de la punaise, mais c'est vrai que c'est un gros problème. On voit les colonies. Là, sur les petits fruits, c'est assez impressionnant, et elles sont venues très très tôt cette année. C'est un petit peu tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, Eric. Même moi, voilà. Il faut savoir que l'insecte qui va dévorer l'hôte, bon, pourquoi pas. Mais ce que je suis toujours sûr, c'est qu'il y a l'insecte qui va surtout pas dévorer l'autre insecte, mais qui va pondre dedans. Comme beaucoup de guêpes qui les fait. Alors c'est pas les guêpes qu'on connaît, qui piquent comme ça. Ce sont souvent des guêpes qui sont filiformes, c'est des micro-guêpes, et qui vont piquer à des endroits bien déterminés sans tuer justement l'insecte qu'ils ont piqué. Justement, c'est pour que la larve puisse se développer sur un corps qui est encore vivant. Par contre, l'insecte n'a plus d'activité. Donc tant qu'il n'y a pas ces micro-guêpes, tant qu'il n'y a pas ces micro-insectes qui sont capables de taper sur les insectes un peu plus gros, voilà. Mais il faut peut-être laisser faire. Voilà, c'est ça le but du jeu. Donc voilà, on a un petit peu le temps. N'oubliez pas aussi que c'est la bonne période, là, fin août jusqu'à fin septembre, pour récupérer les graines des fleurs, mais aussi des légumes. Voilà, que vous faites sécher, puis après vous stockerez. Tout ce qui est multiplication, je sais qu'il y a plein d'ouvrages qui vous disent qu'on peut multiplier une fois que le bois est aouté, une fois que le bois est plus dur. Ouais, mais attendez septembre-octobre, voilà, octobre même, parce que quand il fait très chaud, la bouture, il faut toujours la maintenir à la fraîcheur. Voilà. Il y a un point aussi, tu te disais, alors si on est artiste, je cite du Eric dans le texte, si on est adepte du jardin Picobello, il faut se faire violence. Alors on dit faut, on est pas dans une injonction, quoique. Mais tu nous dis, maintenant ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on doit faire ce podcast, Eric, tu nous dis quand même, mine de rien, que il faut des endroits et des zones un peu fofolles, un peu bordel végétal. C'est essentiel. Et quand vous voyez moi j'ai laissé, je t'écoute de façon très alors il y a une question de temps aussi, mais il y a aussi une question de volonté de laisser un peu foufou sur le murier. Finalement il y a une menthe qui a colonisé, la menthe elle fleurit, c'est blindé d'insectes. C'est pas que des abeilles pour le coup, voilà. La guêpe finalement, bon, est-ce que c'est grave, elle est dans la serre, je vais pas dans la serre, est-ce que c'est grave, bon, je me suis fait piquer une fois, bon voilà. Le nid, à partir du moment où il n'y a pas de problème, parce que la guêpe fait aussi partie de l'écosystème. La guêpe, c'est quand même un insecte qui est un carnassier, qui est capable de piquer les papillons. Alors les papillons, surtout ce qu'on appelle les papillons gris, ceux qui vont piquer, qui vont infester les fruits. Donc c'est quand même intéressant, je veux dire. Et puis plus en laissant les guêpes ou en laissant les frelons européens, ça permet aussi d'attaquer les frelons asiatiques, ou tout ce qui peut être bestiole, parce que voilà, la nature n'est pas cool, donc s'il y a un qui veut reprendre les habitats, tout le monde va se défendre, quoi. Donc voilà, c'est un peu, voilà, c'est pas un message, je dirais, du pays des bisounours, mais c'est simplement de bien définir que c'est l'ensemble des jardins qui vont permettre l'équilibre. Donc laisser un peu de tonte de gazon, laisser des fleurs, là, c'est de toute façon. Faut pas oublier que quand vous revenez de vacances, des fois les bords d'autoroute en floraison, parce qu'ils ont été fauchés à un moment, je dis bien fauchés,
quand vous voyez la refloraison qu'il y a dessus, c'est quand même exceptionnel. Bien sûr. Donc laissons du végétal, laissons fleurir. Là où on peut, encore une fois, où il n'y a pas de problématique évidemment, et j'allais dire de sécurité, hein, voilà, parce que faut faire aussi attention dans certains cas. Confère l'échange qu'on avait eu il y a quelques semaines autour de la taille, notamment de sécurisation. Quand il y a un arbre qui menace, une morange qui menace de tomber sur la voie publique ou chez le voisin, on se pose évidemment pas la question. On n'est pas là, mais on n'est pas là pour couper des arbres, mais on n'est pas là non plus pour laisser des situations dangereuses. Mais à côté de ça, laissons là où on fait. Et si on a la chance d'avoir un grand jardin et la chance de pouvoir laisser effectivement un endroit même caché, un peu foufou, ne serait-ce qu'avec des branches, des murets en pierre sèche, ça fait des bonheurs à insectes et des bonheurs à lézards qui eux aussi pour le coup sont totalement des prédateurs, hein, on va le rappeler, hein, le lézard a aussi un gros intérêt. Oui. Donc voilà, ça c'est les petits conseils bien sûr qu'on peut vous donner, mais que vous connaissez évidemment. Eric, est-ce qu'on a fait le tour de la question ? Oui, voilà, c'était un peu un retour de vacances, comme dire. Bien que je ne suis pas allé en vacances, mais souvent c'est des questions de savoir qui reviennent, de dire tiens, ils sont toujours en pleine forme. Voilà, on a fait un peu le tour. Qu'est-ce qu'on fait pour retrouver ce dossier ? Rendez-vous sur monjardinbio.com, rubrique blog. Vous pourrez aller relire tous les éléments, plus évidemment tous les articles d'Eric, bien sûr, avec ses nombreux schémas. Eric, place au faux dicton du jour. Oui, donc ça sera bien sûr par rapport à la hauteur de l'herbe et compagnie. Un jardinier qui est au ras des pâquerettes ne tombe pas forcément trop ras, mais n'est pas la fine fleur du jardinage. Tout est dit. Voilà. Tout est dit. Méfiez-vous et ne soyez pas un jardinier au ras des pâquerettes. En tout cas, tout est dit. Eric, mille merci évidemment pour tes précieux conseils, ton envie, ta passion. Et merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, qui nous suivez depuis quelques années déjà. Quelques années. Rendez-vous sur Instagram, rendez-vous sur Facebook, rendez-vous dans notre newsletter. On a eu un petit peu de soucis à envoyer la semaine dernière. Normalement, c'est réparé cette semaine, donc vous l'aurez ce vendredi. Eric, je vais te laisser le mot de la fin, comme d'hab. Là, laissez les fleurs. Hein. Moi, c'est vraiment mon truc en ce moment. Là, je suis émerveillé par la floribondance des fleurs dans les espaces. La floribondance. Combien de... Je sais pas si ça se dit, mais... Ouais, mais ça me va. Moi, abondance et floraison. Oui, voilà. Floribondance. Allez, je sais pas combien c'est de points au Scrabble, mais en tout cas, il y a de l'idée. Eric, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.